Je m'appelle Alejandra Quinn. J'ai 29 ans. Depuis toujours, j'ai bâti ma vie autour de choses sur lesquelles je pouvais compter. Du code propre, des journaux vérifiables, des systèmes qui fonctionnent comme prévu, même quand le reste du monde fait des siennes. Je travaille dans le conseil en cybersécurité. De longues heures derrière des écrans bleus dans des salles de conférences obscures à expliquer aux dirigeants pourquoi leur réseau sécurisé n'est en réalité qu'une porte moustiquaire prise dans une tempête. Les explications ne me dérangent pas. J'aime savoir précisément quand quelque chose dysfonctionne et pourquoi. Il y a une certaine sérénité dans cette certitude. J'éprouvais la même chose pour ma relation avec Noah. 18 mois d'un rythme régulier. Pas de hauts et de bas spectaculaires, juste cette constance tranquille qui, après des années de tumulte, m'a enfin apporté un sentiment de sécurité. Nous avions emménagé 4 mois plus tôt dans notre appartement. Un loft modeste dans un coin tranquille de la ville. Des briques apparentes, de hautes fenêtres baignées par la lumière de fin d'après-midi, assez d'espace pour 2 personnes qui aimaient chacune leur coin, tout en souhaitant partager le même air. Avant, je restais plantée devant l'îlot de cuisine à regarder la pluie ruisseler sur les vitres, me disant que ce serait peut-être permanent, discret, juste à nous. Puis, ce texto a tout bouleversé. C'était un mardi après-midi. J'étais plongée dans un audit client. Écoutant d'une oreille distraite un vice-président insister sur le fait que leur vieux pare-feu fonctionnait sans doute parfaitement, quand mon téléphone a vibré sur le bureau. J'ai baissé les yeux, m'attendant à quelque chose d'habituel. Peut-être Noah qui demandait si on avait besoin de lait, ou un de ces mêmes ridicules qu'il m'envoyait quand il savait que j'étais stressée. Au lieu de cela, l'écran affichait « Noah, ne t'inquiète pas. J'ai perdu son ordinateur portable. Mon ex l'a emprunté pour un projet. Et maintenant elle ne le retrouve plus. » J'ai relu le message 1 fois, 2 fois, une 3e, car les mots refusaient de former un sens. Emprunté. Perdu mon ex. J'ai senti une angoisse sourde, mais la pièce est restée étrangement immobile. Le vice-président continuait de parler de configuration de port. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Tout semblait suspendu, comme l'instant précédant un plantage système et l'apparition soudaine du voyant rouge du journal d'erreur. J'ai répondu avant même d'avoir le temps de réfléchir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ton ex a emprunté mon ordinateur portable. » La bulle de réponse est apparue, a disparu, puis est réapparue. Ensuite, elle en avait besoin pour une présentation. Le mien déconnait. Tu n'étais pas là. Je suis désolée, chérie. Chérie, ce petit mot doux m'a fait l'effet d'une goutte d'eau dans l'eau. J'ai fixé la conversation. Mon MacBook Pro n'était pas qu'un simple appareil. 3 ans de ma vie y étaient consignés. Des notes clients cryptées, des archives fiscales, des sauvegardes de mon portefeuille, toutes les photos de famille. J'avais tout scanné, les gestionnaires de mots de passe, le petit journal intime que je tenais depuis la fac où j'écrivais tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Rien d'illégal, rien d'explosif, juste des choses privées, à moi. Pourquoi confierait-il ça à quelqu'un? Et pourquoi elle? J'avais déjà entendu parler de Brooke Martinez, l'ex de Noah, avec qui il était resté 2 ans. Il l'avait décrite vaguement. Un truc dans le marketing digital. Toujours entre 2 projets, créatifs d'une manière qu'il disait admirer, mais qu'il ne pouvait pas suivre. Ils s'étaient séparés à l'amiable, il me l'avait dit dès le début. Des chemins différents, sans rancune. Je ne l'avais jamais rencontré, je n'en avais jamais eu besoin. Je lui faisais confiance jusqu'à cet instant précis. Le vice-président continuait de parler d'une voix monocorde. J'ai coupé mon micro, je suis sortie dans le couloir et je me suis appuyée contre le mur frais. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est sortie quand je l'ai finalement appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie, déjà confus. « Écoute, je sais que ça paraît mal, » a-t-il dit. Elle était dans une situation délicate. Je ne pensais pas que c'était grave. Je le remplacerai si elle ne le retrouve pas. Ce n'est pas une question de remplacement, ai-je murmuré. C'est mon appareil, mes fichiers. Tu me l'as donné sans me demander. Silence de son côté. Alors j'ai tout gâché. Je comprends. Elle a dit qu'elle me le rendrait dimanche. C'était il y a 5 jours. Elle panique maintenant. 5 jours. Il avait laissé quelqu'un emporter toute ma vie numérique 5 jours plus tôt, et ne me l'avait dit que parce qu'elle l'avait perdu. J'ai fermé les yeux. Dans mon métier, on appelle ça la fenêtre de menace.
Ce court laps de temps où l'esprit commence à envisager toutes les possibilités avant que le cœur ne s'emballe. Je lui ai dit que je devais partir. J'ai raccroché, suis retourné à mon bureau et terminé l'audit machinalement. Quand j'ai quitté le bureau plus tôt que prévu et suis entré dans notre loft, l'endroit était identique. Le même canapé, les mêmes plantes, la même légère odeur de cèdre de la bougie qu'on aimait bien, mais plus intense. Le silence était pesant. Noah n'était pas encore rentré. Dîner d'affaires à l'autre bout de la ville. Assise à l'îlot de la cuisine, mon téléphone devant moi, je fixais la conversation. Le réfrigérateur bourdonnait. Un klaxon retentit au loin. La pluie tambourinait à la fenêtre, comme si elle cherchait à s'infiltrer. C'est à ce moment précis que j'ai compris que quelque chose avait déjà craqué. Pas bruyamment, pas d'un coup, mais de ces fissures qui s'étendent silencieusement sous la pression, jusqu'au jour où la douleur s'installe. Et je n'allais pas faire comme si je ne l'avais pas entendu. Ce soir-là, le loft me parut plus petit que jamais. Je me déplaçais machinalement, allumant une simple lampe, remplissant la bouilloire, observant la vapeur s'élever tandis que mon esprit effectuait des analyses parallèles. Noah rentra à la tombée de la nuit, le bruit de ses clés résonnant trop fort dans le silence. Il posa son sac délicatement, comme s'il entrait dans une pièce remplie d'objets fragiles. « Salut », dit-il d'une voix douce, déjà crispée. Je ne me retournai pas tout de suite. Je versai de l'eau sur un sachet de thé et laissai la chaleur se diffuser dans mes paumes à travers la tasse. Quand je me suis enfin tourné vers lui, son expression était empreinte d'excuses et de confusion. Le même regard qu'il avait quand il oubliait un anniversaire ou laissait la vaisselle s'accumuler dans l'évier pendant des jours. « Je sais que tu es contrarié », commença-t-il. « J'aurais dû te le demander. Je comprends maintenant. Tu as donné mon ordinateur portable à ton ex, dis-je. » Les mots étaient sortis presque froidement, sans que je te le demande, il y a 5 jours, et elle ne me l'avait dit que parce qu'elle l'avait perdu. Il grimaça. Elle était désespérée. Une présentation importante pour un client. Son ordinateur a planté. Je pensais que ce serait juste un jour ou 2. Je ne pensais pas que c'était le problème. Je l'interrompis doucement. Tu n'as pas réfléchi. Il passa une main dans ses cheveux. Ce geste que je trouvais autrefois attendrissant. Maintenant, ça ressemblait juste à une diversion. Écoute, je t'en rachèterai un s'il le faut. Quel qu'en soit le prix. Mais Brooke n'est pas une voleuse. Elle est stressée. Elle est débordée. Elle va le retrouver. Je l'observais. Je l'observais vraiment. La façon dont ses yeux se détournèrent quand il prononça son nom. La façon dont, chérie, m'avait semblé être un pansement plus tôt et maintenant, plus rien du tout. Je n'en veux pas un autre, dis-je. Je veux récupérer le mien avec toutes mes données. Et je me demande pourquoi tu as cru bon de me donner quelque chose d'aussi privé sans même me prévenir. Il ouvrit la bouche, la referma, puis dit, tu n'étais pas là ce soir-là. Elle est passée. Je ne voulais pas la faire attendre. Ça semblait anodin. Absolument anodin. Ce mot planait entre nous comme du béton frais. Je posai la tasse. Je vais le localiser. Ses sourcils se levèrent. Tu as activé la géolocalisation. Localiser mon Mac sur tous mes appareils. Je rapprochai mon téléphone. J'ouvris l'application. La carte se chargea lentement. Un point bleu clignotait dans un quartier résidentiel de l'autre côté de la ville. Immobile. Depuis des jours. Je zoomai. Un immeuble de luxe, de verre et d'acier. Le genre d'endroit où l'on fait payer un prix exorbitant pour une vue imprenable. Je tournai l'écran vers lui. C'est là qu'il a émis son dernier signal. Samedi après-midi. Il n'a pas bougé depuis. Noah le fixa du regard. Sa gorge se serra. Bon, peut-être qu'elle l'a laissé chez une amie qui habite dans le coin, ou qu'elle y loge temporairement, ou alors elle ne l'a jamais perdu, dis-je. Il expira bruyamment. Alejandra, voyons. Ne tire pas de conclusions hâtives. Elle n'est pas comme ça. Tu as l'air bien sûr de toi, ai-je répondu. Plus sûr de toi que tu ne l'étais de me demander la permission. Le silence s'éternisa. La pluie tambourinait plus fort contre les fenêtres. Insistante. Il prit ma main. Je ne la retirai pas, mais je ne la retins pas non plus. Je lui enverrai un autre message, dit-il finalement. Dis-lui que tu en as besoin demain. Elle se débrouillera.
J'acquiesçai d'un signe de tête. Non pas parce que je le croyais, mais parce que discuter revenait à jeter de l'huile sur le feu que je m'apprêtais déjà à laisser s'éteindre. Ce soir-là, il se coucha tôt. Je restai éveillé. J'ouvris mon ordinateur portable professionnel, celui de secours, et retrouvai le reçu d'achat, le numéro de série, l'historique. Je fis des captures d'écran de chaque horodatage, de chaque coordonnée. Je créai un dossier intitulé simplement « Documentation », méthodique, précis, comme on me l'avait appris depuis l'enfance, en regardant mon père réparer des carburateurs dans le garage. Ce qui a de la valeur mérite d'être protégé. Et si quelqu'un le prend sans, on ne négocie pas, on reprend ce qui nous appartient. Je n'ai presque pas dormi. Des bribes de sommeil. 20 minutes par-ci, 10 par-là. Les questions tournaient en boucle. Pourquoi elle? Pourquoi ce délai? Pourquoi défendre l'indéfendable? Au matin, la pluie avait cessé. Une lumière grise filtrait à travers les hautes fenêtres. Noah était déjà habillé, nouant sa cravate devant le miroir du couloir. Il aperçut mon reflet derrière lui. « J'ai parlé à Brooke hier soir, » dit-il prudemment. « Elle cherche partout. Elle pense l'avoir peut-être oublié à son bureau. Elle est stressée, mais elle va le retrouver. » M'a-t-elle répondu? Demandai-je. Il hésita. 7 demi-secondes de silence en disaient long. Elle est débordée, dit-il. Je lui ai dit que tu étais contrarié. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Elle avait donc eu le temps de lui répondre, mais pas à la femme dont elle tenait la vie dans un sac à dos, quelque part. Je le fixai longuement. Quelque chose en moi changea. Silencieusement, définitivement, comme une serrure qui se verrouille. Tu t'en es déjà occupé, dis-je doucement. Voilà le problème. Il est parti travailler peu après. La porte s'est refermée avec un bruit sourd qui a résonné plus longtemps qu'il n'aurait dû. Plus tard dans la matinée, assise à mon bureau, les rapports clients défilant devant mes écrans, j'ai ouvert une nouvelle conversation. J'avais trouvé le numéro de Brooke des semaines auparavant sur le téléphone de Noah, laissé déverrouillé sur le comptoir à plusieurs reprises. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Je l'ai fait maintenant. J'ai tapé « Salut Brooke. C'est Alejandra, la copine de Noah. Il dit que tu as emprunté mon ordinateur portable. J'ai besoin qu'il me soit rendu aujourd'hui. Peux-tu me dire quand et où je peux le récupérer ?» J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai vu le statut « Distribuer » s'afficher, j'ai attendu. 2 heures ont passé. Rien. Je suis retourné au travail, j'ai signalé les anomalies, programmé des analyses, je les ai effectuées, mais une partie de moi restait obsédée par ce petit mot, distribuer. Il n'est jamais devenu lu. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti les premiers signes de colère monter en moi. Pas une colère brûlante, pas une colère bruyante, mais une colère froide et sourde. J'en avais assez d'attendre qu'on me dise la vérité. Les jours suivants se sont fondus dans une étrange attente. Non pas l'attente angoissante et fébrile, mais l'attente lente et délibérée où chaque petit geste ressemble à une collecte de preuves. Je suis allé travailler. J'ai répondu à mes courriels. J'ai examiné les journaux d'intrusion et signalé les anomalies pour des clients qui n'auraient jamais su à quel point leur système avait frôlé la compromission. Mes mains se déplaçaient sur le clavier comme toujours, fermes et précises, mais quelque chose se tramait en moi. Je repassais sans cesse en revue le moment où Noah m'avait demandé de ne rien faire de radical. La façon désinvolte dont il avait présenté la protection de mes propres biens comme une réaction excessive. La façon dont sa voix s'était adoucie lorsqu'il avait parlé de Brooke, stressée, débordée, une bonne personne qui avait simplement fait une erreur. J'attendais que la jalousie me submerge. La brûlure de la trahison pour une autre femme. Elle n'est jamais venue. Ce qui est venu à la place était plus froid. La prise de conscience qu'il ne la choisissait pas elle plutôt que moi au sens romantique du terme. Il choisissait le confort. Son confort à elle. La facilité. Et j'étais devenu l'obstacle. J'ai repensé à mon père, dans le garage, les coudes plongés dans le bloc moteur, marmonnant. Si tu prêtes tes outils à quelqu'un et qu'il ne te les rend pas propres, il ne les empruntera plus. Simple, non négociable. J'avais appliqué cette règle à tous les aspects de ma vie, sauf celui-ci. Jusqu'à présent, Brooke n'avait jamais réagi à mon message. Le statut « distribué » restait là, comme une porte close. J'en ai envoyé un autre tard un soir,
alors que le loft était plongé dans l'obscurité, hormis la lueur bleue de mon écran de travail. Deuxième demande. J'ai besoin de récupérer mon ordinateur portable. Quand puis-je le récupérer? Rien. Pas même l'indicateur de saisie. Juste le silence. Ce silence en disait plus long que n'importe quelle excuse. J'ai commencé à dormir sur le canapé. Sans faire de scène. Pas de porte qui claque, pas de déclaration fracassante. Je n'arrivais tout simplement pas à me résoudre à me glisser dans le lit que nous partagions. Les draps sentaient encore légèrement le shampoing. Je me disais que c'était pratique. Le canapé était plus près de la cuisine si je me réveillais avec une soif à 3 heures du matin. Mais en réalité, c'était surtout une question de distance. Au départ, c'était tout petit. Mon petit geste symbolique. Une nuit, vers minuit, j'étais assise en tailleur par terre, mon ordinateur portable de secours ouvert. La pluie ruisselait lentement sur les hautes fenêtres, traçant des lignes argentées. J'ai retrouvé mon historique, figé depuis des jours, toujours affiché sur cet immeuble de l'autre côté de la ville. J'imaginais Brooke passant devant chaque matin, voyant mon MacBook exactement là où elle l'avait laissé, caché, intact, attendant. Cette pensée ne me mettait pas tant en colère que de la fatigue. Fatiguée de porter le poids du mensonge de quelqu'un d'autre. J'ai pensé appeler Noah, lui demander franchement, pourquoi protèges-tu sa version des faits plus que la mienne? Mais je connaissais déjà la réponse. Demander n'aurait fait qu'encourager la minimisation. Encore plus de « elle n'est pas comme ça ». Et tu en fais toute une histoire. Alors je n'ai pas appelé. J'ai tout documenté. J'ai imprimé le reçu, noté chaque horodatage, enregistré chaque capture d'écran dans des dossiers horodatés. C'était comme constituer un dossier pour la personne que je deviendrais un jour et qui aurait besoin de preuves qu'elle n'avait pas exagéré. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sophia Morale pour un café dans un petit café près du commissariat. On était amis depuis la fac. Son pragmatisme avait toujours contrebalancé ma tendance à trop analyser. Elle m'écoutait sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. Le prêt sans autorisation, le délai de 5 jours, les textos restés sans réponse, le suivi du matériel. Quand j'eus fini, elle posa lentement sa tasse. « Avez-vous une preuve de propriété? Numéro de série, reçu? » demanda-t-elle. « Une preuve de la dernière localisation connue. »« Oui. » « Et des demandes écrites de restitution. » 2. Aucune réponse. Elle hocha la tête une fois. « C'est du vol, Alejandra. » Si la valeur dépasse 950 € et qu'elle refuse ou ignore les demandes, c'est du vol qualifié, un crime passible de poursuite. Ça ne veut pas dire qu'ils porteront plainte comme ça, mais c'est une possibilité. J'ai expiré. Le mot « crime » pesait lourd. Définitivement. Je veux juste le récupérer. Je ne veux gâcher la vie de personne. Ce n'est pas toi qui gâches quoi que ce soit, dit-elle doucement. Elle a choisi de garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Toi, tu choisis de protéger ce qui t'appartient. Il y a une différence. Elle m'expliqua la marche à suivre sans me mettre la pression. Documente tout. Fais une dernière demande claire par écrit. Et si rien ne se passe, porte plainte au commissariat. Pas de drame, juste la procédure. Je la remerciai et la serrai dans mes bras plus longtemps que d'habitude avant de partir. Dehors, l'air était humide et froid. Je restai un instant sur le trottoir, à regarder les voitures passer, savourant enfin un peu de clarté depuis la réception du premier message. Cet après-midi-là, de retour à mon bureau, j'ouvris une dernière fois la conversation avec Brooke et tapai soigneusement. « Voici ma dernière demande. Rends-moi mon ordinateur portable aujourd'hui, sinon je porterai plainte pour vol. » J'ai les documents, les données de suivi et les numéros de série. Merci de me communiquer les détails de l'enlèvement. J'appuyai sur « Envoyer », attendis le message, puis fermai l'application. Et je retournai au travail. Non pas que je m'en sois désintéressée, mais parce que quelque chose de plus important m'importait désormais. La femme de l'autre côté de l'écran qui refusait de disparaître pour le confort de quiconque. Le tournant s'est d'abord produit discrètement, comme souvent dans les vraies fins. Pas de cris, pas de scène dramatique, juste un coup de fil un mercredi matin, alors que je consultais les journaux d'activité à mon bureau. Numéro inconnu, indicatif régional. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Madame Quinn, ici l'agent Patel de la police municipale.
Je fais suite à votre plainte pour vol. Mon cœur a fait un bond, puis j'ai analysé la situation. Oui, c'est bien Alejandra. Nous avons tenté de la contacter à l'adresse indiquée dans vos données de géolocalisation. L'appartement est loué à Brooke Martinez. La description correspond. Elle était absente, mais les agents ont laissé un avis de passage. J'ai expiré lentement. D'accord, ce n'est pas tout. Il a poursuivi. En vérifiant son identité, nous avons trouvé un mandat d'arrêt en vigueur. Défaut de comparution pour un vol à l'étalage datant de 2 ans. Une petite somme, certes, mais elle a manqué l'audience. Le mandat était suspendu jusqu'à ce que votre affaire amène les agents à son domicile. Il est de nouveau actif. Les mots tombèrent comme des cailloux sur une eau calme. Des ondulations, pas des vagues. Alors, que se passe-t-il maintenant? Si elle est arrêtée ou contacte les forces de l'ordre, elle sera interpellée en vertu d'un mandat distinct de celui concernant votre ordinateur portable, mais cela change la priorité. Nous travaillons toujours à récupérer votre appareil. Merci, dis-je doucement, de m'avoir prévenu. J'ai raccroché et suis resté immobile. Brooke avait déjà été inculpée pour vol. Noah avait insisté sur le fait qu'elle n'était pas une criminelle, juste quelqu'un qui avait commis une erreur. Le système venait de me fournir des documents qui disaient le contraire. Je ne me sentais pas vengée. Je me sentais vide, comme si la dernière illusion à laquelle je m'accrochais s'était enfin dissipée. Cet après-midi-là, j'ai quitté le travail plus tôt et suis rentré chez moi. Le loft était silencieux, hormis le léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai préparé un thé que je n'ai pas bu, me suis assise à l'îlot central, fixant l'endroit où Noah avait l'habitude de poser ses clés. Lorsqu'il est rentré 30 minutes plus tard, son visage était rouge, son souffle court, comme s'il avait monté les escaliers en courant au lieu de prendre l'ascenseur. « Alejandra » dit-il d'une voix tendue. « Brooke vient d'appeler. La police était à son immeuble. Ils ont laissé un avis de passage. Elle panique. As-tu porté plainte ?» Je posai délicatement ma tasse. « Oui. » Il me fixa comme si je l'avais frappé. « C'est toi qui l'as fait. » J'ai porté plainte pour vol, dis-je d'un ton égal. Parce qu'elle ne voulait pas me le rendre. Parce qu'elle a ignoré toutes mes demandes. Parce que tu le lui as donné sans rien demander. Et que tu as passé des jours à la défendre au lieu de m'aider à le récupérer. Il passa ses mains dans ses cheveux. C'est dingue. Tu n'étais pas obligé de réagir comme ça. C'était un service rendu qui a mal tourné. Ce n'était plus un service rendu dès l'instant où elle a refusé de me le rendre. Et dès l'instant où tu as choisi de la croire plutôt que tes propres yeux et les miens. Dis-je. Il se mit à arpenter la pièce. Elle pourrait perdre son travail, sa réputation, tout. Tu t'en soucies, au moins? Je restai immobile. Tu t'inquiètes pour sa réputation, répétai-je lentement. Mais pas ma vie privée, pas mes fichiers. Pas le fait qu'elle nous ait menti à tous les deux alors que mon ordinateur portable est resté intact dans son placard pendant des jours. Elle n'a pas menti, a-t-il rétorqué sèchement. Elle a paniqué. Les gens paniquent. Elle l'a caché. J'ai dit, ce n'est pas de la panique. C'est un choix. Il a cessé de faire les 100 pas. Il m'a regardé avec une expression brute. Colère, culpabilité, incrédulité, tout était inextricablement lié. Tu es cruel, Alejandra. Vindicatif. Tu aurais pu attendre. Parle-moi encore. Je t'ai parlé, ai-je dit doucement. Tu as minimisé à chaque fois. Il a pris ses clés. Je vais lui parler. Elle m'a appelé en pleurs. La police va lui gâcher la vie à cause de ça. Bien sûr, ai-je dit. Il s'est figé sur le seuil. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Il n'a pas nié, n'a pas cherché à se justifier. Il est simplement parti. La porte s'est refermée avec un bruit sec qui a fait trembler le cadre. Une photo accrochée au mur du couloir a légèrement penché, puis s'est redressée de travers. Je me tenais dans la cuisine, entouré de thé qui refroidissait et de silence. Mon téléphone vibra une fois. Confirmation par courriel du commissariat. Numéro de dossier attribué. Officiel. Cette nuit-là, Noah ne rentra pas. Le lendemain matin, je suis parti tôt au travail, essayant de me plonger dans mes tâches. Vers le milieu de l'après-midi,
Un autre appel. Encore l'agent Patel. Nous avons localisé Madame Martinez ce matin. Contrôle routier. Feu arrière cassé. Vérification d'identité. Mandat d'arrêt émis. Elle a été placée en garde à vue. J'ai expiré bruyamment. Que se passe-t-il maintenant? Elle va être placée en garde à vue. Audience de mise en liberté sous caution. Votre affaire est distincte, mais nous continuons à rechercher l'ordinateur portable. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, fixant mon écran sans le voir. Marissa Brooke avait été arrêtée, non pas à cause de moi, mais à cause d'un mandat d'arrêt qu'elle avait ignoré pendant des années. Mais la chaîne avait commencé avec mon signalement, et cette chaîne ramenait directement au choix de Noah. Ce soir-là, le loft me semblait vide d'une manière nouvelle. Noah n'était toujours pas rentré. Pas de message, pas d'appel. Samedi matin, j'ai constaté la disparition de sa brosse à dents, le tiroir à moitié vide et l'absence d'un sac de sport dans le placard. Vers midi, il est entré, le visage crispé par la fureur et l'épuisement. « C'est toi qui as fait ça », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Ils l'ont arrêté à cause de ta déposition. »« Non », ai-je répondu calmement. « Ils l'ont arrêtée parce qu'elle était recherchée, mais ils ne l'ont retrouvée que parce qu'elle gardait ce qui ne lui appartenait pas. » Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. « Elle va tout perdre. Son travail, sa caution, sa vie, et pourquoi? Un ordinateur portable. » Sa vie, ai-je rétorqué, est le fruit de ses choix, pas des miens. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas rester avec quelqu'un d'aussi froid. L'ironie était mordante, mais je n'ai pas bronché. Alors ne le fais pas. Il m'a fixé un instant de plus, puis a pris d'autres vêtements et est reparti. La porte a claqué. C'était définitif. Je ne l'ai pas poursuivi. Je me suis assise sur le canapé, les mains sur les genoux, et j'ai laissé le silence s'installer. Il n'était pas paisible, mais il était sincère. Et pour la première fois depuis des semaines, la sincérité me semblait suffisante. Les jours qui suivirent le départ de Noah paraissaient étrangement suspendus, comme après une longue tempête, quand le vent tombe mais que l'air conserve encore l'odeur de la pluie. Je n'ai pas pleuré. Pas comme on s'y attend. Il y avait des moments, des instants de calme, où j'apercevais le crochet vide où son manteau était accroché, ou où j'ouvrais le réfrigérateur et voyais l'étagère qu'il s'était appropriée pour ses boissons protéinées, désormais vide. Le chagrin me submergeait par petites vagues, une gorge serrée au crépuscule, une brève douleur en passant devant le canapé où nous regardions des séries côte à côte. Mais surtout, il y avait le silence. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau a commencé à germer. L'ordinateur portable est revenu un mercredi matin frais. Je suis allé en voiture au bureau de restitution des preuves du commissariat. L'employé, un homme calme aux cheveux courts et aux yeux fatigués, m'a demandé de signer un formulaire, puis a disparu dans l'arrière-boutique. À son retour, il a posé mon MacBook sur le comptoir entre nous. Même aluminium brossé, même légère rayure sur le couvercle que le matin même. J'ai laissé tomber mes clés à la hâte. Je ne l'ai pas touché tout de suite. Je l'ai juste regardé. Cet objet qui avait bouleversé ma vie était redevenu banal. Vous devriez changer tous vos mots de passe, m'a dit doucement le vendeur. On ne sait jamais. J'y avais déjà pensé, ai-je répondu. Il m'a tendu l'enveloppe du dossier. Si le procureur ajoute des charges, vous serez prévenu. Regardez droit devant vous. Je l'ai remercié sincèrement et j'ai porté l'ordinateur portable jusqu'à ma voiture comme un trésor. Pas fragile à proprement parler, juste retrouvé. De retour au loft, je l'ai posé sur l'îlot de cuisine. Je l'ai ouvert. Le mot de passe du bio n'avait pas été touché au dossier chiffré. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Presque décevant, comme la vérité qui revient après s'être préparé au pire. Mon téléphone a vibré. Noah. J'ai longuement fixé son nom avant d'ouvrir le message. Ils l'ont inculpé. Vol, 2 ans de mise à l'épreuve, plus de 2000 € d'amende et de dommages et intérêts. Son travail. Qu'on la laisse partir. Elle est en plein désarroi. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Je l'ai relu 2 fois. Puis j'ai tapé lentement. J'ai étudié mes doigts. J'ai déposé une plainte pour vol. C'est tout. Quelques secondes plus tard. Elle ne l'a pas volé. Elle a fait une erreur. Elle l'a caché dans son placard,
sous des vêtements, dans un sac à dos. Ce n'est pas une erreur. C'est intentionnel. Un long silence s'est installé. Puis, je n'arrive pas à croire que j'ai pu te croire compatissante. Ces mots auraient dû blesser davantage. Au lieu de cela, ils ont atterri comme de la pluie sur du verre, visible, mais incapable de pénétrer. J'ai répondu une dernière fois. Je n'arrive pas à croire que tu aies donné mon ordinateur portable à ton ex sans me demander. Tu as menti par omission pendant des jours, défendu ses mensonges plutôt que ma vérité, et ensuite tu m'as reproché de protéger ce qui m'appartenait. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, se sont arrêtés, puis elle a encore besoin d'aide. Elle vit un véritable enfer. Les actes ont des conséquences. Cela vaut pour tout le monde. Plus de points. Plus de messages. Le silence était sa propre réponse. Quelques jours plus tard, une femme nommée Taylor a frappé doucement. Noah l'avait envoyé chercher le reste de ses affaires. J'ai laissé les cartons près de la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai entendu murmurer « Merci ». Les pas s'éloignent. Les clés de secours glissent sous le seuil dans un silence définitif. Quand la serrure a cliqué, le loft a expiré. Plus léger. Plus grand. À moi. J'ai passé cette soirée à tout réinitialiser méthodiquement. Mot de passe, authentification, clé à 2 facteurs, diagnostic, mise à jour du firmware, petites actions contrôlées qui m'ont permis de me reconstruire. Une semaine plus tard, des amis communs ont mentionné en passant ce que j'avais déjà pressenti. Noah et Brooke se parlaient à nouveau, se voyaient, s'entraidaient. Avec ses papiers de probation. Ça n'a pas fait mal comme une trahison aurait dû le faire. Ça a simplement confirmé ce que je savais déjà. Ils s'étaient choisis bien avant que la police ne frappe à leur porte. 2 personnes protégeant la même version des faits. Je n'en faisais plus partie, et je ne voulais plus en faire partie. J'ai trouvé un studio à 10 minutes du bureau. Des baies vitrées, une entrée par carte magnétique, un plan de travail juste assez large pour une personne qui cuisine des portions individuelles. Je l'ai visité un samedi matin tranquille. J'ai signé le bail l'après-midi même. Quand j'ai apporté mon premier carton à l'intérieur, des vêtements, une fougère en peau résistante qui avait survécu à tout. L'espace semblait vide, ouvert, comme en attente. Pas d'écho, pas d'objets empruntés, juste des possibilités. Ma première nuit là-bas, assise en tailleur sur le sol nu, j'ai mangé un plat à emporter dans une barquette en carton. Les lumières de la ville projetaient des traînées dorées sur le parquet. Je me suis autorisée à respirer profondément. Aucune culpabilité, aucun doute, aucun poids qui ne soit pas le mien. Je n'ai pas gâché leur vie. Je n'ai pas influencé leurs décisions. Je n'ai rien fait. J'ai tout simplement refusé d'en assumer le coût. Et pour la première fois depuis longtemps, refuser m'a semblé être la meilleure chose que je pouvais faire pour moi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.